Bonsoir à toutes et à tous. Ce que vous allez entendre ce soir est né d'un journal de bord, d'une confession et du dernier souffle d'un homme brisé par son propre génie. Une histoire de science et de démesure, de foudre, de chair et d'ombre. C'est le récit d'un savant qui voulut défier la mort elle-même, et d'une créature née du néant, rejetée par tous, promise à la solitude et à la vengeance. Était-ce un miracle? Une folie? Ou bien la preuve que certains secrets ne devraient jamais être révélés? Installez-vous, fermez la porte, et surtout, ne regardez pas derrière vous. Voici Frankenstein. Maintenant, le silence se fait. L'histoire commence. Le froid, le silence, l'immensité blanche. Tout autour, il n'y a que des blocs de glace à perte de vue, comme les murs d'une prison de cristal. Le vent siffle entre les mâts du navire, et chaque respiration se change en un nuage glacé. À bord, un homme écrit. Il s'appelle Robert Walton. Capitaine d'un navire en expédition vers le pôle Nord, il envoie des lettres à sa sœur, Margaret, restée en Angleterre. Ces lettres sont tout ce qui le rattache encore au monde des hommes. Walton raconte son rêve. Atteindre l'inconnu, franchir la dernière frontière, découvrir ce que nul n'a jamais vu. Mais derrière ce rêve, il avoue aussi sa solitude. Le froid l'entoure, la glace enferme son navire, et ses hommes commencent à craindre la folie d'un capitaine trop téméraire. Un matin, dans la brume épaisse, une vision surgit. Sur la banquise, à une distance impossible, une silhouette gigantesque glisse sur un traîneau, tiré par des chiens. Une forme d'homme, mais d'une taille démesurée. Tous le voient, tous restent pétrifiés. Puis l'ombre disparaît derrière les blocs de glace, avalée par l'horizon. Le lendemain, une autre rencontre bouleverse le navire. Au loin, échoué sur un radeau de fortune, il découvre un homme, seul, grelottant, à l'agonie. Ses lèvres sont bleues, ses yeux brûlent encore d'un éclat étrange. Il le hisse à bord. Cet homme, presque déjà mort, murmure un seul nom. Victor Frankenstein. Pendant des jours, Walton prend soin de lui. Peu à peu, l'étranger reprend assez de force pour parler. Et ce qu'il dit glace plus que la tempête. Il affirme qu'il poursuit une créature née de ses propres mains, un être façonné par la science et maudit par la vie. À travers ses paroles brisées, Victor supplie Walton de l'écouter. Vous voulez franchir les limites du monde? Vous rêvez d'immortalité et de gloire? Alors entendez mon histoire, car moi aussi, autrefois, j'ai rêvé de dépasser les dieux. Et voici ce qu'il en est advenu. Dans la cabine du capitaine, sous la lumière tremblante d'une lampe à huile, le silence se fait. Le navire est prisonnier des glaces, la nuit polaire s'étend sans fin. Et dans cet écrin de solitude et de froid, Victor Frankenstein commence son récit. Le récit commence loin des glaces, dans une ville bordée de montagnes et de lacs. Genève. C'est là que Victor Frankenstein est né, dans une famille respectée et aimante. Dès son plus jeune âge, Victor vit entouré d'affection. Sa mère, douce et dévouée, lui transmet la tendresse. Son père, homme juste et réfléchi, lui donne le sens de la rigueur. Mais surtout, il grandit aux côtés d'Élisabeth, une orpheline recueillie par ses parents et qui devient sa sœur adoptive. Élisabeth est pour Victor plus qu'une compagne d'enfance. Elle est une lumière, une promesse d'avenir. À ses côtés, un autre ami fidèle, Henri Clerval, un garçon d'imagination vive, passionné de poésie et de chevalerie. Là où Victor rêve de science et de mystère, Clerval s'enchante d'histoires et de récits héroïques. Ensemble, ils forment un trio inséparable. Mais très tôt, quelque chose distingue Victor des autres. Il ne joue pas comme les enfants de son âge. Il ne s'émerveille pas des simples plaisirs, non. Dès qu'il apprend à lire, il se plonge dans des livres étranges, les écrits des anciens alchimistes, les traités obscurs sur la pierre philosophale, sur l'élixir de vie, sur les secrets interdits de la nature. Son esprit s'embrase. Il ne veut pas seulement comprendre le monde, il veut le dominer, le transformer, découvrir ce que personne avant lui n'a osé chercher.
Plus vient un jour où la foudre s'abat près de sa maison. L'éclair pulvérise un arbre sous ses yeux, ne laissant qu'un tronc calciné. Fasciné, Victor comprend alors la puissance de l'électricité, une force invisible, capable de créer ou de détruire. Cette vision le hante. Quand sa mère meurt prématurément, emportée par la maladie, la douleur se change en une nouvelle obsession. Ne plus jamais subir la mort. Ne plus jamais voir disparaître ce qu'il aime. À l'âge où d'autres rêvent d'amour ou de voyage, Victor nourrit un seul désir, déchirer le voile qui sépare la vie de la mort. Bientôt, il quitte Genève pour poursuivre ses études à l'université d'Ingolstadt, en Allemagne. Sa famille l'encourage, Elisabeth l'attend, Clerval lui souhaite de briller. Mais en posant le pied dans cette ville étrangère, Victor Frankenstein n'imagine pas encore que ce voyage scellera son destin et celui du monde. À Ingolstadt, Victor Frankenstein découvre un monde nouveau. Les amphithéâtres, les laboratoires, les professeurs aux savoirs immenses, tout l'entraîne dans un vertige de connaissances. Ses lectures anciennes, teintées de magie et d'alchimie, laissent place aux sciences modernes. Chimie, anatomie, physique, électricité. Très vite, Victor dépasse ses maîtres. Ses nuits se transforment en veilles fiévreuses. Son esprit n'a plus qu'une idée fixe, découvrir le principe même de la vie. Non pas la comprendre, mais la créer. Il se plonge dans l'étude des cadavres. Dans le silence des salles d'anatomie, il dissèque les corps, observe les muscles, les nerfs, le cœur figé. Le cimetière devient son laboratoire secret. Les charniers, ses bibliothèques. Là où d'autres détournent le regard, lui contemple, fasciné, les rouages cachés de la chair. Pourquoi l'homme devrait-il mourir, se demande-t-il. Si la nature m'a montré le mécanisme, pourquoi ne pourrais-je pas l'imiter? Alors, il ose. Dans un grenier qu'il transforme en atelier, Victor rassemble les morceaux de ce qui doit devenir sa création. Membre après membre, os après os, il assemble un corps. Un corps gigantesque, fait pour contenir la puissance de la vie qu'il espère insuffler. Pendant 2 ans, il travaille sans relâche. Ses joues se creusent, ses yeux s'enfoncent, ses mains tremblent de fatigue. Mais il ne renonce pas. Il oublie sa famille, ses amis, Elisabeth. Rien n'existe en dehors de cette œuvre insensée. Puis, un soir d'orage, tout est prêt. Dans la chambre obscure, éclairée seulement par les éclairs, Victor approche l'instrument qui doit réveiller la chair. Une lueur aveuglante, un souffle électrique, un frisson parcourt le corps inerte. Les doigts bougent, les paupières se soulèvent, 2 yeux jaunâtres s'ouvrent dans l'ombre et fixent leur créateur. L'instant tant désiré se transforme en cauchemar. Victor contemple son œuvre, les membres disproportionnés, la peau tendue sur des muscles grossiers, le visage déformé, hideux, monstrueux. Il voulait un être parfait, il a donné naissance à une abomination. Terrifié, il fuit. Il quitte son laboratoire, laissant derrière lui la créature qui s'anime dans l'obscurité. Et dans son cœur, une peur grandit, la peur d'avoir libéré dans le monde une force qu'il ne pourra jamais contrôler. Victor fuit. Il dévale les escaliers, traverse les couloirs et quitte en hâte son laboratoire. Derrière lui, dans la chambre obscure, il laisse sa création, son enfant, son chef-d'œuvre, ou plutôt son cauchemar. Il erre toute la nuit dans les rues d'Ingolstadt, incapable de trouver le sommeil. Son esprit est un chaos. L'exaltation du succès s'est changée en dégoût, en terreur viscérale. Qu'ai-je fait? Quelle horreur ai-je libérée? Au matin, ses yeux brûlés de fatigue croisent soudain une silhouette. Dans la lumière blafarde, la créature se tient là, droite, vacillante. Ses lèvres s'agitent dans une grimace. Ses yeux termes cherchent son créateur comme un enfant cherchant un père. Mais Victor ne voit rien d'autre qu'un monstre. Il fuit de nouveau. Il tourne le dos à ce qu'il a engendré, incapable d'assumer. Quand il revient plus tard, tremblant, le laboratoire est vide. La créature a disparu. Alors vient la maladie. Son esprit, brisé par la peur, plonge dans la fièvre. Des semaines durant, Victor délire, alité, au bord de la mort. Son ami Henri Clerval,
arrivé à Ingolstadt pour étudier à son tour, le trouve dans cet état pitoyable et le soigne avec dévouement. Grâce à lui, Victor recouvre lentement la santé, mais son âme reste marquée du nombre. Il tente d'oublier. Il s'immerge dans les études, dans les promenades, dans les lettres réconfortantes d'Élisabeth qui l'attend à Genève. Mais la paix lui échappe. Chaque nuit, l'image des yeux jaunâtres de la créature le poursuit. Pendant ce temps, quelque part dans les campagnes, le monstre erre seul. Abandonné par son créateur, pourchassé par tous ceux qui croisent son chemin, il découvre le monde dans la haine et la douleur. Victor l'ignore encore, mais son crime d'orgueil, son abandon, sont les véritables graines du drame à venir. Car une créature rejetée, privée d'amour et de guide, ne peut que se tourner vers la colère. Et bientôt, l'horreur prendra forme, non plus dans un laboratoire, mais dans le cœur de ce qui l'a créé. Jusqu'ici, nous avons suivi Victor, son ambition et sa terreur. Mais à présent, la parole change de camp, et dans la bouche de la créature, l'histoire prend un autre visage. Lorsque Victor retrouve un jour son monstre, la créature lui fait face. Elle ne bondit pas, elle ne crie pas, elle parle. Sa voix est grave, maladroite, mais pleine d'une étrange éloquence. Tu m'as créé, tu m'as abandonné, et pourtant, je ne voulais pas te haïr. Écoute mon histoire et juge-moi après. Alors, le monstre raconte. Il décrit son premier réveil, seul, perdu, dans un monde qui lui était étranger. Chaque sensation l'éblouissait et l'effrayait, la lumière du soleil, la morsure du froid, la faim, la douleur, comme un enfant, mais rejeté dès la naissance. Cherchant refuge, il observe de loin une modeste chaumière habitée par une famille de paysans. Chaque jour, il les observe à travers une fissure du mur. Il les voit travailler, partager le pain, s'entraider dans la misère, et, dans leur bonté simple, il découvre ce qu'est l'humanité. À force de patience, il apprend à parler, à lire, à penser. Il déchiffre des livres abandonnés, les vies de Plutarque, le paradis perdu de Milton. Ces mots éveillent en lui des rêves et des tourments. Il comprend ce qu'est la vertu, mais aussi ce qu'est le mal, et plus il apprend, plus il ressent le gouffre qui le sépare des hommes. Un soir, rassemblant son courage, il tente de se montrer à ceux qu'il a tant aimés de loin. Il entre dans la cabane, tremblant, suppliant d'être accueilli, mais les cris éclatent, les visages se tordent d'horreur, on le frappe, on le chasse, et ce jour-là, le feu s'allume dans son cœur, le feu de la haine. Il erre de nouveau, maudit par tous ceux qu'il croise. Les enfants fuient, les hommes le pourchassent, les chiens aboient. Où qu'il aille, il n'est qu'un monstre. Alors il se tourne vers son créateur. Il retrouve Victor et le confronte. « Tu m'as donné la vie, mais tu m'as condamné à la solitude. Tout être a droit à un compagnon, à un regard qui ne le rejette pas. Crée-moi une compagne, semblable à moi, qui m'acceptera. Fais cela, et je quitterai à jamais le monde des hommes. Refuse, et je te hanterai jusqu'à la fin de tes jours. » Face à ces mots, Victor hésite. Le monstre est à la fois terrible et bouleversant. Sa voix est celle d'un damné, mais aussi d'une âme qui réclame ce qu'on lui a refusé, l'amour, la pitié, l'appartenance. Et dans ce silence tendu, Victor comprend. Ce qu'il a rejeté n'est pas seulement une créature, c'est une conscience, un être vivant, un être qui exige justice. Victor hésite. Devant les supplications de sa créature, il sent son âme se déchirer. Doit-il céder et lui donner une compagne? Ou refuser et risquer de déclencher une vengeance terrible? Mais avant même qu'il ne prenne une décision, le malheur frappe déjà sa maison. Un jour, une nouvelle le bouleverse. Son jeune frère, William, encore enfant, a été retrouvé mort, étranglé, près de Genève. Victor accourt, le cœur brisé, persuadé que le meurtrier n'est autre que le monstre. Et en effet, dans l'ombre, il aperçoit la silhouette hideuse de sa création. Son cœur se glace. Il comprend aussitôt. Le crime a commencé.
Mais ce n'est pas tout. Un collier que portait William est retrouvé dans la poche de Justine Moritz, une jeune servante aimée de toute la famille. L'accusation est immédiate. On l'arrête, on la juge. Justine pleure, proteste de son innocence, mais personne ne l'écoute. La justice des hommes est implacable. Elle sera pendue. Victor sait la vérité. Il sait que Justine n'est qu'une victime de plus, sacrifiée pour cacher le crime de son monstre. Mais il garde le silence. Sa honte, sa lâcheté l'empêchent de parler. Alors, dans le cachot, Justine embrasse son destin. Elle prie, elle pardonne, elle accepte sa mort. Et Victor, lui, se consume. 2 innocents sont tombés, son frère et Justine, et lui seul connaît le coupable. C'est ici que commence véritablement la spirale de la haine. Le monstre a frappé, non pas par cruauté aveugle, mais par vengeance. Et il a réussi à faire de Victor le témoin impuissant de l'injustice. À présent, Victor ne voit plus son œuvre comme un être vivant, mais comme un démon, une malédiction qui s'attaque à tout ce qu'il aime. Et dans son cœur, une idée s'ancre. Si la créature exige une compagne, ce n'est pas une demande, mais une menace. La rencontre a lieu dans les montagnes, au cœur des Alpes. Victor, accablé par la douleur et la solitude, s'y était réfugié pour fuir ses tourments. Mais là, parmi les cimes enneigées et les échos des torrents surgit son démon. La créature s'avance, immense, terrible, mais son regard n'est pas celui d'une bête sauvage, il est celui d'un être conscient, animé d'une volonté glaciale. Victor frémit, mais le monstre l'arrête d'une voix claire. « Écoute-moi, et cesse de me haïr. Je n'ai pas choisi d'être ce que je suis. Tu m'as façonné, tu m'as jeté au monde, et tous m'ont rejeté, tous, sauf toi. » Alors il raconte sa souffrance, chaque tentative d'approche, chaque main tendue vers les hommes, s'est soldée par des cris, des coups, la fuite, et la haine, goutte à goutte, a remplacé l'innocence de ses premiers jours. Mais derrière cette rage, une lueur de désir brûle encore, le désir d'amour, de tendresse, de ne pas être seul dans l'univers. Crée-moi une compagne, Victor, un être semblable à moi, quelqu'un qui comprendra mon visage, ma voix, ma douleur. Fais cela, et je quitterai à jamais tes semblables. Nous irons loin dans les forêts, dans les déserts, dans les glaces. Nous vivrons cachés, loin des hommes. Victor tremble. La demande est claire, mais son esprit vacille. S'il accepte, il donnera naissance à une seconde créature, doublant l'horreur. Mais s'il refuse, il sait déjà ce qui arrivera. D'autres morts, d'autres innocents sacrifiés. Alors le monstre scelle son ultimatum. Jure-le, jure que tu me donneras une compagne, sinon, je ne connaîtrai plus de pitié. Je frapperai tout ce que tu aimes, je serai ton ombre, ton cauchemar, ton châtiment. Victor finit par céder. Il serre les poings, il ravale sa fierté, et dans un souffle, il promet. Oui, il créera une compagne. Mais dans son cœur, cette promesse n'est pas un acte de bonté. C'est un pacte avec le diable, une dette qui le ronge déjà, et qui ne pourra que mener au désastre. Victor s'est juré de tenir parole. Sous la menace de sa créature, il quitte Genève, voyage à travers l'Europe et s'installe dans une île isolée des Orcades, battue par les vents et la mer. Là, dans une cabane misérable, il reconstitue un laboratoire secret. Chaque soir, il assemble des fragments de chair. Chaque nuit, il sent la même horreur revenir. Il revoit les yeux jaunâtres du premier monstre, son souffle, son sourire difforme. Et à chaque pas, une voix intérieure lui crie « Si tu achèves cette créature, tu multiplieras la malédiction. Tu donneras au monde une race de démons. Et ils se reproduiront jusqu'à anéantir l'humanité. » Un soir, alors qu'il s'affaire, Victor lève les yeux. Par la fenêtre, dans la lueur de la lune,
La silhouette de la créature l'observe. Ses yeux brillent d'attente, d'impatience, peut-être même d'espérance. Le monstre croit enfin voir son désir s'accomplir. Mais soudain, Victor vacille. Il saisit son scalpel, puis ses mains tremblantes se crispent. Dans un geste de rage, il déchire ce qu'il a commencé. Les morceaux de chair tombent au sol. La compagne n'existera jamais. Dehors, un hurlement déchire la nuit. La créature a tout vu. Elle comprend aussitôt que Victor l'a trahi. Alors, une voix terrible gronde dans les ténèbres. « Tu as détruit mon seul espoir. Tu as condamné mon existence à la solitude éternelle. Sois. Puisque tu m'as refusé l'amour, je me nourrirai de ta douleur. Souviens-toi de mes mots, Frankenstein. Je serai avec toi la nuit de tes noces. » Victor reste figé, glacé par la prophétie. Il sait que ce n'est pas une menace vaine. Le monstre a déjà frappé, il frappera encore. Et désormais, sa vengeance n'aura plus de limite. Le pacte est brisé, la haine irréversible. Le temps passe. Victor retourne à Genève, brisé, rongé par la peur. Son ami Clerval a déjà payé le prix de la vengeance. On a retrouvé son corps sans vie, étranglé, marqué de la main du monstre. Et maintenant, les mots résonnent encore dans la mémoire de Victor. « Je serai avec toi la nuit de tes noces. » Pourtant, malgré cette menace, malgré le pressentiment qui l'obsède, Victor avance vers son destin. Il épouse enfin Élisabeth, la douce compagne de son enfance, celle qu'il a toujours aimée. Le mariage a lieu dans une atmosphère étrange. Les cloches sonnent, les fleurs décorent la maison, mais l'ombre de la prophétie plane sur chaque sourire. Le soir venu, Victor veille. Il inspecte les couloirs, scrute la nuit par les fenêtres, guette la silhouette de son ennemi. Il croit que c'est lui que le monstre viendra frapper. Il se trompe. Dans le silence de la chambre nuptiale, Élisabeth attend. Un souffle, une ombre, et le drame s'accomplit. La créature est là, terrible, implacable. Un cri retentit, brisé en un instant. Victor accourt, le cœur affolé. Il pousse la porte, et sur le lit nuptial, il découvre le corps sans vie d'Élisabeth, étranglé par la main de celui qui l'a créé. Alors, sa raison vacille. Il hurle, il implore, il maudit le ciel. Le monstre, tapi dans l'ombre, ricane et s'enfuit dans la nuit, laissant derrière lui un cadavre et un homme anéanti. Quelques jours plus tard, accablé par tant de malheurs, le père de Victor succombe à son tour de chagrin. La maison Frankenstein n'est plus qu'un tombeau. Victor est désormais seul, seul avec sa haine, seul avec sa créature, qui l'a dépouillé de tout ce qu'il aimait. Et dans ce gouffre de douleur, une unique pensée s'impose à lui. Il ne vivra plus que pour une chose, traquer le monstre jusqu'au bout du monde. La maison Frankenstein est vide. Victor a tout perdu. Son frère, son ami Clerval, Élisabeth, son père. Chaque sourire, chaque voix aimée a été étouffé par la main de sa créature. Alors il n'est plus qu'un chasseur. Son existence tout entière se réduit à une seule mission. Traquer le monstre. Il parcourt l'Europe entière. Des forêts d'Allemagne aux montagnes d'Écosse, des plaines de Russie jusqu'aux confins glacés du Nord, il suit les traces de son ennemi. Parfois, la créature lui laisse volontairement des signes, comme pour le narguer. Un mot gravé sur un arbre, des vivres abandonnés, des phrases écrites à la hâte sur un rocher. « Avance, Victor, ta haine me nourrit. Jamais je ne cesserai de t'attirer dans l'ombre. » La traque les conduit jusque dans l'Arctique. Là, sur l'océan figé, Victor poursuit le monstre à travers les glaces. Épuisé, affamé, mais possédé par la rage. Ses pas résonnent dans l'éternité blanche, tandis que son corps se brise peu à peu. C'est ainsi que le navire de Robert Walton le recueille, au seuil de la mort.
Là, dans une cabine glaciale, Victor livre sa confession. L'histoire de sa folie, de sa création et de la malédiction qui l'a consumée. Ces dernières paroles résonnent comme un avertissement. Apprenez de moi, Walton. Apprenez que la soif de gloire et de savoir peut mener l'homme à sa perte. Puis il s'éteint, emporté par la fatigue et le désespoir. Mais l'histoire ne s'achève pas avec lui. Une nuit, dans la cabine où repose le corps de Victor, Walton surprend une silhouette. C'est la créature, immense, voûtée, les yeux pleins de larmes. Elle contemple son créateur mort, et sa voix, rauque et tremblante, s'élève dans le silence. Il m'a maudit, et moi, je l'ai détruit. Je n'ai connu que la solitude. J'ai tué, oui, mais tout cela n'a été que souffrance. À présent qu'il est parti, il ne me reste plus rien. Alors elle se détourne. Elle promet de disparaître, de s'enfoncer dans les glaces, de s'abandonner à la mort. Et bientôt, sa silhouette s'efface dans la nuit polaire, engloutie par l'infini blanc. Victor est mort. La créature s'est perdue dans le néant. Et Robert Walton, seul témoin, conserve dans ses lettres le récit de cette tragédie. Un récit d'orgueil et de folie. Un récit où l'homme a voulu se faire Dieu et n'a récolté que la damnation. Merci d'avoir écouté cette aventure jusqu'au bout. Abonnez-vous à Studio Immersif pour d'autres récits puissants, sombres et inoubliables. Et souvenez-vous, certaines histoires ne sont pas seulement des légendes. Parfois, elles reflètent nos propres ténèbres.